Bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur l'aménagement des zones touristiques côtières et montagneuses suite aux impacts du changement climatique. Je suis Svetlana Mikhaleva, je travaille en tant que consultante pour l'ONU Environnement et je serai votre modératrice pour cette session. Avant que nous ne commencions, j'aimerais vous présenter très rapidement l'outil GoToWebinar. Donc, la session est enregistrée. L'enregistrement des présentations sera mis en ligne à la fin du webinaire. Je vous ferai parvenir le lien pour vous y connecter par email et vous êtes bien entendu libre de partager cet enregistrement sur vos sites internet ou réseaux sociaux tant que vous référez au programme de tourisme durable du TNVFP. Tous les participants sont en mode écoute. Si vous avez une question, vous pouvez l'écrire dans l'espace prévu à cet effet sur le panel. Nous aurons entre 15 et 20 minutes à la fin pour répondre à toutes vos interrogations. Ce cinquième webinaire abordera donc le sujet de l'impact du changement climatique sur les zones touristiques du littoral et des montagnes. Il était organisé dans le cadre du programme du tourisme durable du TNVFP par l'Union Environnement, le gouvernement français et le gouvernement marocain à destination des professionnels du secteur du tourisme. L'objectif du webinaire est d'une part d'explorer les solutions pour parler aux effets néfastes du changement climatique et des activités touristiques sur les zones du littoral et dans les montagnes, et d'autre part d'explorer les solutions pour développer un tourisme plus respectueux de l'environnement dans ces zones. Nos deux intervenants d'aujourd'hui sont Gérard Ruiz, qui est membre de l'Association nationale des élus du littoral français ANEL, et Guillaume Cromer, qui est président de l'association Acteurs du tourisme durable et directeur gérant du cabinet ID Tourisme. Sans plus attendre, je fais passer la parole à Gérard Ruiz, qui vous présentera les problématiques de gestion des zones touristiques du littoral. Gérard, c'est à vous. Merci Sylvana et bonjour à tout le monde. Je suis bien évidemment ravi de participer à ce webinaire parce que le sujet est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Je le porte régulièrement auprès de l'Association nationale des élus du littoral français, mais aussi dans le cadre de la francophonie avec l'Institut français du développement durable qui travaille sur ces questions-là également. Voilà. Alors, le premier point, donc, nous allons démarrer tout de suite avec la question du littoral lui-même. Allons vite sur le sujet, mais vous le savez, le littoral est un des enjeux majeurs en matière de tourisme, parce que d'abord, c'est un endroit qui supporte à peu près 50% de la population mondiale, hein, qui est sur 10% des terres émergées. Donc c'est un endroit où on retrouve évidemment énormément d'activités, à la fois industrielles, mais aussi de pêche, de culture marine, d'aquaculture. C'est un endroit aussi où il y a, ou à proximité immédiate, des extractions de matériaux qui peuvent agir sur le littoral. Et c'est également un endroit où le tourisme résidentiel et balnéaire s'exerce en priorité. Je ne reviendrai pas sur les questions de chiffres en matière de tourisme parce que je pense que la plupart des gens qui sont présents les connaissent, hein, mais vous savez que, pour vous donner juste un chiffre, sur les 1 milliard de touristes dans le monde international, il y en a 250 millions qui viennent sur le bassin méditerranéen d'une manière générale, par l'attractivité justement littoral. Alors, dans la diapositive que je vous ai présentée, je vous ai mis deux photos pour montrer des réalités totalement différentes de ce que l'on peut avoir sur le littoral, notamment en termes d'urbanisation, puisque vous avez d'un côté une ville comme Barcelone qui est installée sur le littoral avec une plage, un port, des activités industrielles et 1,6 million d'habitants dans lequel la dimension touristique est relativement existante, mais je dirais accessoire, alors que vous avez en dessous la capitale des Seychelles, Mahé, qui est la plus petite capitale au monde, puisqu'elle n'a que 15 000 habitants, mais elle aussi, elle a un port sur lequel, par contre, les activités touristiques ou balnéaires peuvent être associées plus facilement à ce genre d'urbanisation. Alors, photo suivante, si on passe donc
à la suite de cette discussion, le littoral, il faut avoir en tête que c'est évidemment quelque chose un site et un espace particulièrement riche, notamment en termes de biodiversité, en termes de patrimoine naturel, on le sait tous, mais c'est également un espace très très menacé. Pour vous donner quelques éléments qui viennent d'organisations internationales, la mangrove ou les zones humides, on a constaté qu'elles étaient en baisse de 50% à l'échelle mondiale. Tout le monde connaît le problème des récifs coralliens, hein, dont on dit que 2 tiers seront menacés à l'échelle de 50 ans. On parle souvent de surpêche, on parle aussi d'aquaculture, hein, l'aquaculture qui est en augmentation à peu près de 9% par an, et ceci depuis de nombreuses années. C'est également un espace sur lequel vivent plus de 500 millions de personnes dans le monde, plus de 500 millions de personnes. C'est un espace où les cordons dunaires qui protègent de l'érosion ont un rôle fondamental et sont menacés. C'est un espace aussi où il existe un patrimoine culturel et un patrimoine lié au milieu marin qui est très important et qui peut être menacé par l'arrivée de nouveaux résidents sur le littoral qui ne connaissent pas ou peu la réalité du monde marin, du monde littoral et qui donc de ce côté-là ont des idées préconçues et qui ne sont pas directement en relation avec les connaissances que peuvent avoir les habitants habituels et traditionnels de ces espaces. Photo suivante. Là, je vous ai pris dans les photos qui suivent deux types de réalités sur le littoral. Tout d'abord, un espace naturel sensible comme une mangrove. Là, c'est dans le nord de Madagascar. Et puis également un port traditionnel qui a une activité, je dirais, à la fois de pêche et de commerce. Ici, il s'agit d'Idanao. C'est un port qui est à la frontière avec le Nigeria ou au Cameroun et qui sert justement au transit de marchandises, de personnes. Et on voit bien que c'est une activité majeure sur ce littoral et avec un patrimoine important. Alors, photo suivante. Concernant le tourisme lui-même, bon, bien sûr le littoral, dans les pays développés essentiellement, on a un aménagement touristique qui a été pensé et fait pour un tourisme de masse parce qu'il est, bien évidemment, si on reprend l'histoire pour aller vite, des stations littorales, les premières sont apparues en Grande-Bretagne dès le milieu du 19e siècle. Une des premières, ça a été Brighton, avec l'arrivée du chemin de fer notamment. En France, pour prendre le cas de mon pays, c'est au début du XXe siècle, avec la côte normande, bien sûr, la côte d'Azur qui avait déjà une tradition, ou bien la côte basque. Et puis ensuite, on a vu apparaître avec, je dirais, l'élévation du niveau de vie et avec le développement des congés payés, de grandes stations balnéaires, le long d'un front de mer qui était très urbanisé. Et c'était le modèle, je dirais, qui s'est exporté à peu près partout dans le monde, d'abord dans les pays européens ou Amérique du Nord, hein, je pense à Miami, je pense à la côte languedocienne, pour recevoir des flux touristiques qui étaient très importants. Et une des caractéristiques, c'est qu'au moment où on a pensé ces aménagements, on s'est peu préoccupé des questions environnementales et on a modifié de nombreux écosystèmes sur le littoral. Et aujourd'hui, évidemment, on constate les erreurs passées en la matière. Alors, si on passe à la photo suivante, là aussi c'est pareil, vous allez avoir un exemple de ce que ça peut être que c'est, je dirais, cette occupation du littoral dans le monde. Hein, là, je vous ai mis un programme immobilier résidentiel de vacances à Malte, qui n'est quand même pas un territoire immense, et de l'autre côté, le type de stations que l'on peut avoir dans les zones de villégiature. Ici, c'est sur la côte pacifique, en Amérique centrale. Voilà. Donc, on voit bien que là, il y a une attractivité forte, un mode de consommation touristique traditionnel qui est porté par ces aménagements. Alors,
Si on va un peu plus dans le détail en matière touristique, avec, je dirais, le cas de l'Europe et de la France, que je connais plus particulièrement, vous savez que au niveau européen, le tourisme, ça représente 51% du tourisme mondial en 2014, hein, ce sont les derniers chiffres qui sont parus. En France, les touristes internationaux, c'est 83 millions de touristes. C'est également un secteur parmi les premiers en France, puisqu'il représente un peu plus de 7% du produit intérieur brut. Et dans cette activité que je qualifierais d'industrie touristique, le littoral tient un rôle très important, d'abord parce que nous disposons d'un peu plus de 7000 km de côtes sur le territoire métropolitain et sur les départements ultramarins. C'est un littoral qui est très urbanisé également, parce qu'il y a une dimension démographique, une pression et une densité qui sont très fortes, un peu plus de 10% de la population. Et c'est là que l'on retrouve en majorité les lits touristiques qui sont proposés donc à la fréquentation touristique, puisque sur le littoral, on a chiffré pour la France 7 millions, plus de 7 millions 7 de lits touristiques. Et ça représente dans l'activité touristique en général 31%, c'est-à-dire presque un tiers de l'activité. Vous voyez donc combien cette activité littorale est essentielle dans les pays européens et méditerranéens. Et puis là aussi, on retrouve un exemple de ce que peut être une plage sur la Méditerranée pendant la saison estivale. Ici, c'est dans le sud de la France, dans le Languedoc-Roussillon. Voilà. Donc, ce littoral donc, qui est très occupé, qui a beaucoup d'activités, sur lequel s'exercent beaucoup d'activités professionnelles, industrielles, nautiques ou balnéaires. Et c'est un littoral quand même dont il faut avoir en tête qu'il est relativement menacé. Il est menacé bien sûr par la pollution, pollution qui est liée à l'artificialisation des sols. Il est menacé aussi par les pollutions d'origine terrestre. Alors il faut avoir en tête que effectivement souvent on pense aux pollutions des eaux qui peuvent exister sur le littoral quand on ne peut pas se baigner par exemple, mais en réalité il faut savoir que la plupart des pollutions viennent de la terre, c'est-à-dire en amont des plages et du littoral, et que donc tout se tient dans ce domaine-là. Les seules vraies pollutions marines, ce sont essentiellement les pollutions qui sont liées à l'extraction de pétrole, avec les catastrophes que l'on connaît, comme par exemple la dernière qui s'est passée dans le golfe du Mexique. Mais pour l'essentiel, ce sont les produits toxiques, ce sont les engrais qui sont utilisés par l'agriculture ou bien les produits phytosanitaires que l'on utilise dans les cultures agricoles qui se retrouvent bien évidemment dans l'eau de mer. Ce sont également des extractions de matériaux, notamment de matériaux marins. Vous savez qu'il y en a beaucoup parce qu'on a besoin pour la construction urbaine d'aller chercher de plus en plus loin des matériaux qui sont au fond de la mer et qui peuvent donc avoir des effets sur les courants, donc toucher au cordon littoral, etc. Tout ça se tient. Bien sûr, l'érosion côtière qui est liée aux aménagements que fait l'homme, puisque dans la mesure où on modifie le trait de côte, on peut aussi modifier les conséquences liées à ce trait de côte. Et puis, il y a derrière, et ça c'est lié plus précisément au changement climatique, toutes les catastrophes naturelles à répétition, que ce soit les tempêtes, les cyclones. Et on a tous là aussi en tête soit le dernier cyclone qui a touché le territoire de Haïti, de la République haïtienne, ou bien le sud des États-Unis. Et les conséquences, ou en tout cas la manière de gérer ça, elles sont, je dirais, assez évidentes aujourd'hui. Et dans la photo suivante, dans les photos suivantes que je vous ai mis, vous avez trois types de menaces liées à la fragilité du littoral. Hein, vous avez des situations, et qui sont complètement différentes d'ailleurs, puisque quand vous regardez, bon,
La première photo, c'est la photo d'une marina aux Antilles, et les taches marron que l'on voit, ce sont tout simplement l'envahissement lié à des algues que l'on appelait les algues des sargasses, qui ont envahi les îles antillaises et dont on ne sait pas trop d'où ça vient et qui sont apparus brusquement et qui évidemment perturbent complètement la dimension touristique sur le littoral antillais. Ici, c'est en Guadeloupe. Vous avez un autre exemple, enfin vous en avez deux, un que j'aime bien signaler et qui est aujourd'hui un peu un sujet récurrent en France, c'est sur la côte aquitaine, un immeuble résidentiel touristique près d'une urbanisation qui a été construit et autorisé il y a 40 ans de cela, dans les années 70, et dont on voit aujourd'hui qu'il est prêt à s'écrouler dans la mer. Donc ça pose un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens ont été évacués. Hein. Les questions d'indemnisation se posent, les questions de sa destruction aussi. Et puis de l'autre côté, vous avez le même phénomène d'érosion du littoral, mais avec des conséquences qui sont d'une autre nature, parce que l'approche ou l'aménagement est différent. Ça se passe aux îles Samoa, et c'est dans une résidence là aussi hôtelière en bord de mer avec une plage, mais vous voyez que ce sont des petits bungalows en bois très simplement aménagés et dont le déplacement est certainement plus facile à exercer que celui de la photo de l'immeuble qui est accolé à celle-ci. Alors, si je continue donc la photo suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation? Alors, bien évidemment, on commence à prendre conscience de ces événements, de ces problèmes. Les responsables, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient aménageurs, commencent à se rendre compte que le modèle de développement touristique et d'aménagement tel qu'il a été fait dans la deuxième moitié du XXe siècle n'est plus tellement au goût du jour et n'est pas sans conséquences tragiques sur le devenir du littoral. Mais il ne faut pas se cacher que la prise de conscience est lente, hein, parce que il y a une vision de court terme de rentabilité, qui est la vision économique un peu classique et traditionnelle des aménageurs. Quel est le retour sur investissement que l'on va avoir, dans combien de temps? Et puis de l'autre côté, cette nécessaire vision de long terme lorsqu'on fait des aménagements en se disant qu'est-ce qui se passera dans 40 ans à cet endroit-là. Alors, il y a bien sûr une reconnaissance internationale des risques aujourd'hui dans les différentes il y a donc là une véritable volonté de protection, mais ce n'est pas encore bien partagé, même si on a des stratégies nationales de trait de côte, même si on a des législations de protection, et si de plus en plus de pays mettent en place des espaces protégés. Alors, simplement, ce que je voulais dire pour en finir avec ça, là, si je passe à la suite du diaporama avec la photo suivante, vous avez là deux exemples de ce que l'on peut faire. Vous avez en haut un village traditionnel, c'est en Espagne, qui est protégé contre le développement de l'urbanisation dans un cadre qui est quand même assez magnifique. Et en dessous, vous avez sur la frontière entre l'Espagne et la France, un espace naturel. Eh bien, cet espace, c'est le site d'un ancien village du Club Méditerranée. Donc, qui a été remis en état parce que cet espace était un espace remarquable d'un point de vue biodiversité et paysage. Il est au sein d'un parc national et le gouvernement espagnol a décidé de le remettre en état et donc le club Méditerranée s'est retiré de cet espace-là. Donc il y a des choses qui se font. Alors, cependant, tout n'est pas, je dirais aujourd'hui, mauvais. Dans la photo suivante, en tout cas dans le slide suivant, je vous rappelle quelques éléments. Hein. D'abord, au niveau international, ces questions-là du changement climatique, bien sûr, et du littoral sont prises en compte hein, dans le cadre des objectifs de développement durable. Il y a énormément d'initiatives dans le monde qui sont portées par des organisations internationales. Moi, je participe à une qui est celle de l'Organisation internationale
de la francophonie pour les petits États insulaires avec leurs problématiques. Et puis, il y a bien sûr des quantités de démarches et de procédures qui ont été mises en place pour essayer de modifier les approches en matière de production dans la chaîne de valeur touristique. Pour ce qui nous concerne en France et à l'Association nationale des élus du littoral, on a lancé avec l'appui des Nations Unies Environnement une démarche que cette organisation porte depuis de nombreuses années, à savoir le passeport vert, pour justement modifier les comportements, pour essayer de faire en sorte qu'on aille vers des modes de production plus durables, portant bien sûr sur le recyclage, sur la production locale, sur les économies d'énergie, enfin, toutes les choses qui sont aujourd'hui, je dirais, mises en avant pour aller vers une croissance durable. Et le modèle touristique qui a été mis en place donc, depuis plusieurs années aujourd'hui, il a vraiment du mal à persister, même si on voit bien que dans différentes régions du monde, il y a encore une attractivité, une volonté de faire un développement touristique sur le modèle ancien. En fait, cette question de l'aménagement et du tourisme dans le littoral, il est multiforme aujourd'hui et il est lié, je dirais, aux différents contextes locaux. Si on est dans une petite île, dans un état insulaire, on n'a pas la même problématique que lorsqu'on est dans un grand pays. Lorsqu'on est dans un pays développé avec une classe touristique qui a des moyens financiers pour prendre des vacances pour un tourisme de masse, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on est dans un pays émergent qui essaie d'attirer une frange du tourisme international, ou bien lorsqu'on a une population nationale importante, comme en France, où l'activité touristique est assurée par 85% des citoyens français et que le tourisme international ne représente que 15%. Donc tout cela, si vous voulez, ça passe par des changements de comportement des touristes et des acteurs, autant que par les aménagements et les innovations dans la chaîne de valeur. Et c'est en fait un changement qui est quasiment générationnel, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui doit intervenir sur la vision de long terme de cet aménagement. Il faut avoir un temps d'adaptation aux nouvelles conditions climatiques et ça suppose que dans la production touristique et dans la consommation, il y ait des innovations régulières et permanentes qui commencent aujourd'hui à apparaître, mais qui sont, je dirais, qui se font au rythme des changements socioculturels des populations. Voilà. J'ai résumé assez rapidement, je pense, la problématique de ce qu'est l'aménagement sur le littoral dans le cadre des nouvelles conditions climatiques. Et bien évidemment, je pense qu'on aura l'occasion de revenir à travers les questions que vous pourrez poser sur des aspects plus précis de l'aménagement touristique et de l'activité touristique littorale. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Gérard. Et oui, absolument, je rappelle à tous nos auditeurs que si vous avez des questions à poser à Gérard Ruiz, vous pouvez le faire via le panel questions. Et je serai ravie de les transmettre à la fin du webinaire à Gérard pour qu'il puisse clarifier toutes vos interrogations. Sans plus tarder, je passe la parole à Guillaume Cromer qui vous parlera de la gestion des zones touristiques montagneuses qui sont fragilisées par les impacts du réchauffement climatique. Guillaume, c'est à vous. Merci Svetlana pour cette présentation. Merci Gérard aussi pour cette présentation sur le littoral, c'était très intéressant. Moi je vais vous présenter la question du tourisme durable face aux questions de changement climatique. Je vais rentrer un peu moins dans les détails sur les chiffres clés que Gérard, j'ai un peu moins révisé que lui. Mais je vais essayer d'amener des points pour rentrer directement sur le sujet. La question du tourisme de montagne et du changement climatique, forcément on revient sur cette question du changement climatique de manière précise.
et dont on parle régulièrement, que ce soit sur la COP21 dernièrement à Paris ou la COP22 à Marrakech. La question du changement climatique touche à ces deux questions. Est-ce qu'on doit s'adapter? Est-ce qu'on doit réduire au final les gaz à effet de serre? Et en fait, sur ce petit schéma, on voit bien que à la fois la question de l'adaptation et la question de l'atténuation sont complètement complémentaires et nécessaires. En gros, on ne peut pas simplement se dire qu'on va réduire tout simplement les gaz à effet de serre et les bilans carbone sur les territoires et auprès des organisations. Mais il faut aussi poser la question de l'adaptation face aux impacts en fait, qui sont liés à ce changement climatique. Et on l'a vu sur le littoral, c'est un point essentiel, à la fois sur la question des écosystèmes de montagne qui sont très variés en fonction des territoires dans le monde, sont également très fragiles et ont un impact très fort en fait des questions climatiques. Donc cette question de l'atténuation et de l'adaptation, cette complémentarité des deux est vraiment nécessaire. En termes d'atténuation, on ne peut pas tout simplement arrêter toutes les activités et les activités touristiques en montagne pour réduire le bilan carbone de ces destinations, parce que sinon on va couper complètement la question du pilier économique et donc social de ces territoires. Donc on peut passer à la diapo suivante, Svitlana. Sur cette diapo, on retrouve ce fameux schéma des trois piliers du développement durable qui sont entrecroisés et dont on va essayer de chercher l'équilibre, cet équilibre entre ces trois piliers. Et comme je l'ai dit là sur la question de l'atténuation, si on fait que atténuer les impacts et les gaz à effet de serre, on va peut-être en fait bien gérer la question environnementale, mais la question économique et la question sociale ne sera pas réglée du tout parce que le tourisme a un impact économique fort sur ces territoires. Si derrière on décide de réduire complètement le bilan carbone sur ces territoires, forcément on va avoir de grosses problématiques en termes d'emploi et de dynamisme de ces territoires, et donc aussi on ne va pas réussir à lutter contre la désertification de ces territoires. Donc clairement, trouver l'équilibre fragile entre l'économique, l'humain et l'environnement est une obligation. On doit basculer sur cet équilibre à trouver. Si on privilégie uniquement l'un des aspects, forcément, l'équilibre ne tiendra plus. Et donc c'est comme un écosystème derrière, on est sur celui de la planète et donc on n'y arrivera pas. Donc cette question aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver et de pousser en faveur d'un tourisme durable en milieu montagnard. Diapo suivante. Je reviens sur la question de l'atténuation. Donc, pour essayer justement de réduire les bilans carbone au final des destinations de montagne, c'est tout simplement de commencer par un point qui est calculons le bilan carbone de ces organisations, de ces stations, de ces collectivités qui ont un fort tourisme en montagne, et d'essayer de partir au moins de savoir où on en est. Sur un autre territoire, il y a 1 an et demi, la région Paris-Île-de-France a fait son bilan carbone touristique pour justement essayer de savoir de quoi il partait, et à partir de là d'essayer de mettre en évidence des scénarios pour respecter justement l'accord de Paris et d'essayer de savoir de quelle manière il fallait réduire le bilan carbone de la destination Paris. Il est nécessaire aujourd'hui de pousser les destinations, les stations de montagne à faire ce même travail pour justement se poser aussi la question d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre de ces stations. Est-ce que c'est lié à l'immobilier, au transport des touristes qui viennent sur le territoire ou aux activités qui sont proposées, entre autres bien sûr la question du ski et des remontées mécaniques. Donc ça c'est une question très importante. Et on doit essayer de faire en sorte que les stations de montagne s'engagent plus en faveur du climat. On a des exemples aujourd'hui qui montrent que certaines stations
se sont posé les bonnes questions. Par exemple, la station des Rousses dans le Jura a fait tout un travail de réduction et d'essayer de rechercher des solutions alternatives en partant bien entendu d'un bilan carbone au départ, et à partir de ça, d'essayer de voir de quelle manière elles pouvaient réduire les équipements publics sur la destination et sur la station, et en même temps d'essayer de trouver d'autres solutions comme l'autopartage pour les touristes qui étaient sur le territoire. Et bien sûr, c'est de se poser la question des activités moins impactantes pour le climat et d'essayer de réduire des activités motorisées. Et bien sûr, on va arriver sur cette question un peu tabou dans le milieu du ski et de est-ce qu'on s'adapte par rapport aux questions d'enneigement ou pas. Je peux d'ailleurs y aller tout de suite vu que c'est souvent la question débat. Donc la question de l'adaptation, pour les zones de montagne, bien sûr, c'est déjà, et Gérard en a parlé sur le littoral, mais c'est la question de réduire et d'anticiper les risques. Là, j'ai mis une photo d'un lac morénique. On a aujourd'hui des risques très importants sur certaines zones de montagne, dont principalement sur l'Himalaya, où des lacs moréniques sont en train de se créer à cause de l'impact du changement climatique. Ces lacs, au bout d'un moment, vont malheureusement forcer le passage et derrière faire de gros dégâts en fait dans les vallées en termes d'inondation, de landslide. Donc ça c'est une question importante. Comment on prévient aujourd'hui ces risques-là, à la fois en termes d'aménagement touristique, mais également en termes tout simplement de prévention des risques pour les habitants et donc aussi pour les touristes. Donc ça, c'est une question très très importante de voir comment on va pouvoir adapter. Deuxième question, c'est cette question de l'enneigement. On en parle beaucoup, et moi qui suis à Grenoble et qui vois les montagnes autour de chez moi qui n'ont pas énormément de neige aujourd'hui alors qu'on est un 14 décembre, eh bien, on retrouve un peu la situation de l'an dernier, c'est que, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Les vacances vont être lancées vendredi soir. On a des grandes problématiques. Actuellement, dans les médias, on parle beaucoup du cas de la Coupe du Monde de ski à la Clusaz qui a lieu le week-end prochain, donc ski de fond, et malheureusement, il n'y a pas de neige du tout, mais ils ne veulent pas annuler parce qu'ils ont déjà annulé une Coupe du Monde de ski il y a 2 ans, et donc ils ont très peur que s'ils avaient annulé encore cette fois-ci, la Fédération internationale de ski arrête de faire des événements à la Clusaz. Donc ils ont essayé d'adapter et de concevoir en fait une piste de ski de fond à partir d'une neige accumulée du mois de novembre, de la basculer, de casser le lac et de récupérer la glace pour faire une première couche, sur la piste de ski de fond qui sont en train de monter. Mais ça va très très loin pour adapter et pour avoir absolument en fait un événement de la Coupe du Monde. Donc je comprends très bien l'impact économique très très fort parce qu'ils vont accueillir 20 000 personnes, etc. Mais on peut se poser la question non pas de cette nécessaire adaptation absolue de la part de la station, mais peut-être plutôt de la Fédération internationale de ski pour justement savoir est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui de leur part une nécessité de faire évoluer leur calendrier en fonction de ces impacts du climat. Donc c'est clair que cette question de l'enneigement, elle est importante, et elle est très liée aussi à cette notion précédente de l'atténuation. C'est la question de l'enneigement. Bien sûr, il y a la problématique liée à l'eau, mais aussi il y a la problématique énergétique et comment on fait sur ces activités de ski de réduire l'impact et les consommations énergétiques de ces équipements-là et de cet enneigement qui est réalisé. Et bien entendu, la question qu'on peut se poser, c'est la réduction des consommations énergétiques, mais c'est également la question de la provenance de ces énergies. Est-ce que cette énergie, c'est une énergie renouvelable? Est-ce que c'est une énergie locale potentiellement? Ou est-ce que c'est simplement une énergie qui est liée à une ressource non renouvelable, comme on peut l'avoir dans certains pays?
Chez nous, en France, principalement, on sait qu'on est sur du nucléaire, qui pose d'autres problèmes, mais qui, on va dire, est moins pire pour la question du climat. Mais dans tous les cas, il faut qu'on se pose aussi cette question-là. Certaines stations ont trouvé des solutions pour justement aussi basculer vers uniquement de l'énergie qui provient de ressources renouvelables. Je parlais des rousses, c'est un exemple assez intéressant là-dessus. Prochaine diapo. Je vais vous présenter deux exemples intéressants d'organisations, de labels qui existent. Là, on a un label qui s'appelle le label Flocon Vert du développement durable, qui est un programme de labellisation pour les stations de montagne qui s'engagent sur les questions de développement durable avec une liste de 31 critères obligatoires et de 11 critères bonus. Et sur l'ensemble de ces critères, on n'est pas uniquement sur des critères environnementaux, mais on intègre également les critères sociaux. Donc on a des critères sur la question de la gouvernance, comment est mené l'engagement en matière de développement durable au niveau de la station de montagne, la question des transports, à la fois au niveau de transport et mobilité sur la station, mais également la question de comment on pousse les visiteurs, les touristes en fait à venir en station. Est-ce qu'on ne se pose pas de questions et on se dit bon ils viennent en voiture et on verra quand ils sont là, ou derrière est-ce qu'on se pose la question? Parce que dans un calcul de bilan carbone, souvent, on va intégrer aussi la provenance des touristes, et ça veut dire cette question de l'utilisation, soit je viens en voiture, soit je viens en train ou en avion, ça va influencer très fortement en fait le bilan carbone. D'autres critères liés à l'aménagement, à la gestion de l'eau, à la gestion des déchets, au social, je l'ai dit, et principalement aussi cette question de la gestion des saisonniers en montagne, et enfin aussi du rôle de la station au niveau du territoire pour savoir s'il y a un vrai impact et des enjeux qui sont partagés avec l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, ce label Flocon Vert est vraiment intéressant et je pense qu'il intègre bien des enjeux qui poussent sur ces questions liées au changement climatique. Et je pense qu'il faut suivre ça. Les rousses dont je parlais avant sont labellisées. On a également Châtel en France ou par exemple le Chamonix-Mont-Blanc qui est également labellisé. Autre slide, on a un autre programme qui s'appelle Alpine Pearls, qui est un programme européen sur l'ensemble de l'arc alpin et qui regroupe 25 lieux, 25 stations qui sont engagées sur les questions environnementales et sur les questions de mobilité. Donc eux se posent réellement et sont très spécialisés sur cette question de comment je pousse mon client à venir avec un moyen de locomotion qui est plus propre, ça veut dire principalement le train, voire les autobus, et surtout que sur place, il va pouvoir trouver en fait toutes les solutions d'écomobilité qui lui permettent à la fois de vivre des expériences et de faire des choses diverses et variées sur le territoire, mais sans utiliser en fait sa voiture. Et ça, c'est vraiment un programme qui est assez intéressant. Il y a des cas concrets qu'on pourrait, à mon avis, reprendre pour inciter d'autres stations à intégrer cette question de la mobilité propre. Pour information, on a une seule station en France qui est labellisée Alpine Pearls, c'est la station de Valseny-Termignon, du côté de la Vanoise. Donc je pousse un peu aussi à d'autres stations françaises à essayer de s'intéresser à ces questions d'écomobilité. Enfin, une autre slide, et c'est la dernière pour moi, c'est un cas qui fait un peu débat actuellement et je voulais simplement en parler. J'ai mis contre-exemple, mais ce n'est pas forcément la question du contre-exemple qui m'intéresse, c'est la question de ce qu'on se pose les bonnes questions. Et c'est assez intéressant. Donc on est sur un projet qui s'appelle Skiline à Tignes. Leur objectif, en fait, Jean-Claude Killy à l'époque disait ce qui est bien à Tignes, c'est qu'on peut skier toute l'année parce qu'il y a le glacier de la Grande. Le problème, c'est que le glacier de la Grande Motte, il s'est réduit énormément avec les questions de changement climatique et aujourd'hui, on ne peut plus skier toute l'année en fait à Tignes. Et donc, les élus se sont dit, on va lancer un projet architectural qui est de faire un ski dôme, donc un dôme où on va pouvoir skier en intérieur
à Tignes toute l'année, comme on le voit sur la photo. Donc, les associations environnementales comme Mountain Wilderness France sont assez énervées sur ce projet-là. Et le truc, c'est que la commission UTN, donc Unité Touristique Nouvelle, du 25 novembre dernier, donc il y a à peine 15 jours, a validé le projet à 10 voix contre 2, les 2 voix étant des associations environnementales, parce qu'ils ont trouvé que le projet était très pertinent pour permettre en fait de continuer à faire une activité en montagne toute l'année à Tignes. La problématique de ça, c'est que, après, il y a des questions architecturales d'intégration qui ne plaisent pas à tous les gens en montagne. C'est la question aussi liée à l'énergie et à la consommation d'un tel lieu. Sachant que ce projet, ils ont bien indiqué qu'il y a une volonté, en fait, que ce projet-là soit totalement autonome en énergie renouvelable, en utilisant plusieurs leviers de production de chaleur et de froid, toiture végétalisée pour l'isolation thermique, centrale hydroélectrique, chaufferie biomasse, vitrage photovoltaïque. Donc il y a une volonté d'intégrer l'innovation très fortement pour réduire l'impact sur la question du climat de ce genre de projet. Après, ma réflexion, pour simplement terminer là-dessus, c'est qu'on se pose cette question, est-ce qu'en fait, les innovations aujourd'hui, on doit simplement les faire pour le confort d'un touriste au final qui peut venir skier toute l'année, ou est-ce que derrière, on doit simplement s'adapter à cette question du changement climatique et donc à de l'enneigement et adapter les loisirs et les activités en fonction et pousser justement le visiteur et le client à faire d'autres choses, d'autres activités que des activités qui se font sur neige. Donc ça, c'est une question de l'innovation au service du loisir et du confort ou l'innovation au service du développement durable et de la préservation de la planète. Guillaume? Oui, je t'entends. Oui, je voulais m'assurer que je vous ai laissé la possibilité de terminer la présentation. Donc, merci beaucoup et merci pour ces exemples percutants. Maintenant, on peut passer à la session questions-réponses. Donc, j'ai déjà une première réponse qui s'adresse à vous, Guillaume, et à vous, Gérard. On peut commencer avec vous, Guillaume, si ça ne vous ennuie pas. Donc, la question, elle vient de Chokri Mansour et elle consiste à dire que tous les deux, vous faites partie de la société civile et pourtant, vous n'avez pas vraiment mis accent dans vos présentations sur le rôle des ONG dans la promotion du tourisme durable face au changement climatique. Donc, Guillaume, que pouvez-vous répondre à Turquie sur ce point-là? Bonjour Chokri, que je connais très bien. Le rôle de la société civile, elle est plus qu'importante. Moi je le sais pertinemment vu que je préside l'association Acteurs du tourisme durable, donc on sait à quel point on a un rôle à jouer. Après, selon quelle visée en fait on se donne, la société civile peut avoir un rôle complètement différent. À la fois, la société civile peut avoir un rôle de plaidoyer pour essayer de faire basculer les choix qui sont réalisés par certains élus ou même par certains États pour intégrer beaucoup plus fortement la question du développement durable. Et je pense que là-dessus, à mon avis, il faut essayer de voir de quelle manière l'ensemble des acteurs de la société civile peuvent travailler ensemble pour mettre un peu plus la pression sur les décideurs afin que ces engagements en matière de développement durable soient bien pris en compte dans les choix de développement touristique. Merci beaucoup, Guillaume. Gérard, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à cette réponse? D'abord, je partage la réponse de Guillaume, d'abord
parce que nous faisons partie de la même association des acteurs du tourisme durable et que donc on agit en ce sens. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on ne les a pas oubliés, on a simplement, parce qu'on ne peut pas tout aborder en un quart d'heure, mais Guillaume en a parlé, moi aussi, je dis, dans les nouveaux process d'aménagement et de décision, un élément majeur, c'est la gouvernance. Et aujourd'hui, on ne peut pas concevoir d'élaborer, que ce soit une stratégie touristique nationale ou que ce soit un projet local, sans mettre en place un système de gouvernance transparent. Dans tous les guides, dans toutes les réflexions qui se font, on affirme qu'il faut qu'il y ait autour de la table, lorsque on prépare un projet, lorsqu'on prépare une stratégie de long terme, il y ait tous les acteurs qui sont concernés par le tourisme et la société civile en fait partie et bien évidemment à travers eux leurs porteurs de parole éventuellement que sont les ONG. Donc pour nous ce n'est pas un oubli, je dirais que c'est presque un arrière-fond du tableau, mais c'est aussi bien de le rappeler, de le dire, et je remercie Mansour d'avoir posé la question parce que ça nous permet de réaffirmer justement ce rôle essentiel auprès des décideurs et des élus ou des investisseurs de la société civile qui ne peut pas être écartée de tout programme d'aménagement, de tout aménagement touristique ou de tout choix qui vont intervenir dans la modification de l'environnement, que ce soit qu'il soit social, culturel ou environnemental. Gérard, merci beaucoup de cette réponse très complète. Je me permets donc de rebondir sur une autre question concernant le rôle de l'État et le rôle que l'État pourrait avoir pour pousser les entreprises et les destinations en montagne à intégrer plus fortement les engagements en faveur du changement climatique dans leur développement. Je pense que, Guillaume, cette question est plutôt pour vous. Que pouvez-vous répondre à nos éditeurs? Bah, ça, c'est une question qui est intéressante et qui est très importante. On l'a vu avec la COP 21, il y a une volonté de tous les États de se réunir et de poser les bases d'une prise de position par rapport à cette question climatique. Moi, ce que j'attends aujourd'hui de la part des États, c'est de montrer cette vision-là et d'intégrer en fait un véritable plan d'action pour pousser à la fois les destinations et derrière les entreprises à essayer de changer leur comportement et d'intégrer cette question climatique et cette question beaucoup plus largement du développement durable dans le bon sens, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix d'attendre que simplement les actions, par exemple, de responsabilité sociétale des entreprises, soient encore purement volontaires. Aujourd'hui, quand on voit que la seule loi qui est liée à ça est l'article 225 de la loi Grenelle 2, qui date déjà un peu, qui pousse uniquement les entreprises qui ont plus de 500 salariés à mettre dans leur bilan annuel les questions de leurs impacts environnementaux et sociaux dans leurs activités. Et si elles ne le font pas, eh ben, il n'y a pas énormément derrière de mesures qui sont prises. Je trouve que c'est encore très léger pour qu'on ait un vrai basculement d'intégration de ces questions de développement durable au niveau des entreprises touristiques, au niveau des stations de montagne, et pour que derrière ce soit réellement pris en compte. Je pense qu'on ne peut pas simplement attendre d'avoir quelques stations de montagne un peu vertueuses en fait qui vont prendre les devants sur cette question de développement durable, c'est-à-dire les quelques stations que j'ai citées et qui sont labellisées stations vertes. Il faut qu'il y ait beaucoup plus d'intention et d'incentives pour pousser en fait ces structures-là à intégrer des vrais engagements de lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup, Guillaume, c'est très clair. Je passe à une autre question de notre auditeur qui est destinée à Gérard. Gérard, y a-t-il une réelle prise en compte par l'ensemble des acteurs touristiques de la nécessité d'aller vers un tourisme respectueux de son environnement?
Est-ce que tu peux répéter la question parce que je ne l'ai pas bien comprise? Pardon, je reformule. Alors, y a-t-il une réelle prise en compte par l'ensemble des acteurs touristiques de la nécessité d'aller vers un tourisme respectueux de son environnement? C'est une question effectivement importante. La réponse n'est pas simple. Je dirais qu'il y a de la part des acteurs une prise de conscience réelle. Mais il y a une marge entre la prise de conscience et l'action. Et là, on retombe un peu sur la question précédente. Quels sont les outils? Quelles sont les réglementations? Quels sont les effets de levier qui peuvent exister de la part des pouvoirs publics, par exemple, avec des lois, avec des réglementations, mais d'un autre côté, on ne peut pas être simplement dans ou l'interdiction ou l'obligation. Les évolutions, elles viennent d'une prise de conscience qui est à la fois sur les avantages que l'on peut tirer directement soi-même euh, d'un comportement vertueux, et deux, le fait que ça répond aussi à une attente des populations touristiques ou résidentes. Par exemple, aujourd'hui, un des problèmes que l'on a pour pousser les opérateurs et les acteurs à changer de comportement dans le mode de production, c'est est-ce que c'est ce que veut mon client, ou bien est-ce que sur mon territoire, c'est ma priorité. Voilà. Donc, la conscience se fait. Elle est parfois aussi un peu forcée. Je vous ai montré tout à l'heure dans une photo la situation d'un immeuble qui est en train de s'écrouler. Eh bien, l'élu local qui est concerné et d'autres qui sont dans la même situation, parce que je ne vous ai pas tout montré, eh bien, se posent la question de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et surtout, ils s'interrogent sur comment faire pour que ça ne se reproduise pas. Et donc, à partir de là, ils s'interrogent effectivement sur le changement climatique, sur la manière de se comporter, d'aménager des espaces, de protéger bien sûr, mais aussi de valoriser. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est c'est une palette en fait de mesures et de comment dire, de comportements qui font que petit à petit les choses changent. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même aussi la remise en cause de modèles existants. Et pour terminer sur cette question, il y a deux attitudes que je rappelle souvent en termes d'aménagement et en termes de développement touristique durable. C'est que quand vous êtes dans un pays qui a déjà mis en place depuis longtemps des infrastructures et des pratiques touristiques, comme l'Europe, les pays européens, qui se retrouvent avec des espaces aménagés, avec des équipements très lourds, des stations entières, changer d'orientation pour aller vers quelque chose de plus vertueux, c'est long, c'est difficile et ça remet en cause des attitudes. Quand vous êtes dans un pays qui est en émergence au tourisme ou dans une petite île, qui sont au contact permanent des problèmes de changement climatique et qui ont peu d'équipements, ils vont tout de suite vers des solutions qui sont des solutions acceptables en matière de changement climatique, ou en tout cas en tenant compte des risques liés au changement climatique. Donc vous voyez, il y a des approches qui sont différentes, et avec Guillaume d'ailleurs, on alerte souvent les pouvoirs publics en disant, dans des pays développés comme la France, si on ne bouge pas plus vite, eh bien on va voir des pays qui apparaissent dans des zones où le tourisme se développe. Ils auront bien sûr des problèmes, mais eux, ils seront déjà sur des solutions qui sont des solutions, je dirais, compatibles avec le changement climatique. Alors que nous, on sera encore en train de se poser des questions sur la manière dont il faut qu'on évolue. Donc tout ça est compliqué, mais moi personnellement, je trouve que les choses changent et qu'il faut continuer à pousser en ce sens-là. C'est pour ça d'ailleurs que, par exemple, au sein de l'Union des Nations Unies Environnement, les différents outils qui sont mis en place pour accompagner à la fois les responsables politiques et les acteurs locaux vont et aident petit à petit à cette prise de conscience et à ce changement. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, on est tous d'accord là-dessus.
Merci beaucoup, Gérard. Nous avons le temps pour une dernière question. Alors, Samir, il nous demande si vous ne pensez pas que le développement durable n'a pas réussi à diminuer les impacts du changement climatique et, et ce en cherchant l'équilibre en l'économie d'un point de vue sociétal. Et que le développement d'une économie circulaire serait peut-être une alternative plus réaliste. Donc, qu'en pensez-vous, Gérard et Guillaume? Peut-être vous, Gérard, d'abord. Oui, enfin, je pense que c'est un tout. Il faut avoir les deux. D'ailleurs, je ne vois pas en quoi l'économie circulaire va en opposition, ou en tout cas est différente du développement durable. C'est un élément du développement durable. Il faut bien évidemment s'intéresser à la manière dont, dans la chaîne de valeur du produit touristique, on réutilise, ou en tout cas on intègre cette dimension de circularité. Si vous prenez le cas du Nil, par exemple, dans lequel la majorité des biens sont, pour faire une activité touristique, sont importés, hein, que ce soit la construction, que ce soit l'énergie, eh bien réfléchir à la manière dont on fonctionne localement avec les ressources locales et comment on les recycle, fait partie intégrante de la réflexion que l'on peut avoir en matière de développement durable. Et évidemment, ça s'applique sur tous les territoires. Merci beaucoup, Guillaume ? Gérard. Guillaume, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à la réponse de Gérard sur ce point? Non, je peux que acquiescer là-dessus, et Samir, il a complètement raison. C'est clair que cette question de l'économie circulaire, surtout sur des écosystèmes aussi fragiles que les montagnes et les îles ou les côtes, est une nécessité. On doit trouver des solutions frugales où on va justement se poser les bonnes questions. Et clairement, l'économie circulaire est une vraie voie d'innovation pour ces territoires. Nous, on avait mené un meet-up à Paris sur la question du tourisme durable et de l'économie circulaire, et on montrait bien qu'il y avait des vraies solutions aujourd'hui très intéressantes de revalorisation des déchets, d'améliorer les circuits courts, pour faire en sorte en fait que ces destinations-là intègrent des questions d'économie circulaire, mais qui avaient des vrais impacts positifs pour tout le monde. Donc clairement, oui. Je pense qu'on n'a pas encore assez de bonnes pratiques à valoriser, à montrer, pour que ce soit diffusé largement auprès de ces stations balnéaires ou de montagne. Merci beaucoup, Guillaume. Je pense que nous devons clôturer ce webinaire. Il y a encore quelques questions qui nous ont été envoyées par les auditeurs. Si vous me le permettez, Gérard et Guillaume, je vous renverrai ces questions par email avec les contacts aux auditeurs pour que vous puissiez leur répondre par écrit. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de continuer davantage et le débat est effectivement très passionnant, mais nous devons clôturer cette session. Donc, merci beaucoup à vous deux et merci beaucoup à tous les participants de votre temps et de votre attention. J'espère que vous avez trouvé ce webinaire intéressant et utile. Je profite pour vous souhaiter également à tous bonne fête de fin d'année et j'espère vous retrouver en 2017 pour un nouveau cycle de webinaires qui cette fois-ci s'inscrira dans l'année internationale pour le tourisme durable. J'espère vous retrouver tous très nombreux et merci encore et à bientôt.